Salut tout le monde, salut Thierry. Salut. Salut Stéphane. Salut. Voilà, donc j'attends encore 2-3 minutes de laisser les gens arriver et on commencera ensuite à discuter de scrapping et d'extraction d'informations d'une page HTML. Voilà, bonjour. Alors, j'aurais dû supprimer la commande qui est la salle d'attente. Je vais voir si j'arrive à le faire manuellement. Voilà. Oui, Peter. Allez-y, Septième question. Et voilà, donc bonjour. Et donc l'objectif ici, aujourd'hui, alors j'ai mis muet tous. Il faut juste que permettre aux... Voilà, ok, d'accord. Donc, normalement, vous devriez pouvoir réactiver votre micro si vous le souhaitez. L'idée ici, c'est de passer. Alors, on n'est pas encore en juin, mais l'idée, c'est de tous les midis du mois de juin, je vais proposer un mini-webinaire, si on veut, qui peut durer une demi-heure, 1 heure, en fonction du sujet, en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Les sujets seront annoncés sur le Discord de semaine en semaine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de différentes syntaxes plus ou moins expressives qui permettent d'extraire des informations dans une page HTML qu'on aurait téléchargée, par exemple à l'aide d'une bibliothèque comme Request. Et demain, par exemple, on parlera de cookie cutter et de la possibilité de se préparer en template de projet sur mesure pour différents besoins. Alors, dans l'exemple que je vais prendre demain, ce sera un projet Django. Alors, pour ceux qui ont fait du Django déjà, ça sera parlant, mais sinon, l'idée, c'est pas Django lui-même, c'est quelque chose qui sera applicable à n'importe quel projet, Flask ou Django, ou même en projet Python, desktop ou autre. Donc voilà, donc je vous invite à regarder la page événement du Discord des étudiants DA Python. Et puis sinon, j'essaierai d'annoncer à l'avance les différentes thématiques. Voilà. À la fin de ce webinaire, ou plutôt dans la soirée, actuellement, vous avez rejoint l'adresse webinaire.placepython.com et vous êtes arrivé directement sur ce Discord. Dès que j'aurai les premiers replays, simplement, cette URL sera remplacée, c'est pour ça que j'ai communiqué cette URL, simplement par une page web intermédiaire qui vous permettra de récupérer les différents replays aux différents lunchinaires et webinaires de ce mois de juin. Donc, simplement, 24 heures après le
webinaire, vous aurez la possibilité de retourner sur ce lien et vous verrez tout l'historique avec tous les replays disponibles. Donc, si vous voulez revenir sur quelque chose qui a été discuté, n'hésitez pas à aller voir le replay à ce moment-là. Voilà. Donc, pourquoi ce webinaire? C'est simplement pour vous présenter différentes possibilités en termes de récupération de données lorsqu'on obtient une page, que ce soit du XML ou du HTML. Ici, on va se concentrer sur l'HTML et je vais prendre en cas d'utilisation, on va scraper ensemble une page et j'ai décidé de scraper ici la page Python de développer.com qui est un site pour développeurs qui présente différentes actualités et alors soit des actualités, soit des tutos ou des cours. Et donc, on va essayer de scraper ces différentes choses. L'idée, ici, ça va être de voir quelles sont les différentes syntaxes de récupération d'informations au sein de cette page HTML. Donc, si ici, je clique droit sur un des articles et que j'utilise la fonctionnalité inspecter ou l'équivalent sur d'autres navigateurs, ici je suis sur Chrome, je vais avoir donc la possibilité d'inspecter le code HTML. Ici, je vais donc afficher moitié d'écran pour le code HTML, moitié d'écran pour le site. Donc ici, mettons qu'on veut scraper éventuellement les actualités ou les publications Python, éventuellement sur plusieurs pages, puisque si on descend en bas de la page, on voit qu'on a un système de pagination qui permet de remonter dans le temps et d'en avoir plusieurs. Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion de faire ça parce que certains d'entre vous sont en formation chez Open Classrooms sur le parcours développeur d'applications Python. D'autres viennent d'autres horizons et peut-être ont déjà considéré le fait d'aller rechercher de l'information sur le web et éventuellement extraire certaines choses. Alors, il existe des outils pour faire ce type de scrapping, des outils clés en main, si on veut. Ces outils, par exemple, il y a l'outil Scrappy qui permet d'aller rechercher de l'information sur plusieurs pages web, comme d'ailleurs également l'outil Selenium. Alors, Scrappy, lui, va plutôt aller faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Il va aller récupérer directement des informations en balançant des requêtes sur les sites web. Il va récupérer le contenu HTML et nous permettre d'aller rechercher en éléments dans ce contenu-là. Tandis que Selenium sera plus assimilé, si on veut, va nous permettre d'automatiser un navigateur. Et donc, du coup, on va utiliser Selenium. Alors, essentiellement, à la base, c'est fait pour des tests, mais si on veut faire du scrapping à partir de Selenium, ce sera vraiment dans le cadre de figure où on arrive sur un site qui est intensément propulsé par du JavaScript et donc le contenu d'une page ne pourrait être affiché que si j'ai un interpréteur JavaScript derrière. Donc, à l'aide de Selenium, je vais bénéficier de Chrome ou de Firefox et derrière, donc, tout le moteur d'exécution de JavaScript, donc V8 pour Chrome et puis le moteur de Firefox pour Firefox. Donc, ici, si j'ai un site qui contient beaucoup de JavaScript, évidemment, je ne pourrais pas couper ce genre d'outils. Mais si j'ai un site essentiellement en HTML, je peux aller faire plus simple et donc accélérer les récupérations. Alors, la première tâche va être de télécharger tout ça. Le téléchargement n'est pas directement l'objet du webinaire aujourd'hui, donc je me suis permis en amont de faire des choix techniques pour vous. J'ai la bibliothèque requests ici que je vais utiliser. C'est un choix. J'aurais pu utiliser urllib.request de la bibliothèque standard. Ici, request est relativement populaire dans le monde Python pour aller récupérer toutes sortes d'informations en ligne, que ce soit des informations publiées par des API ou des informations publiées sur des sites web.
Autour de ça, je me suis créé une fonction qui me permet de récupérer une page avec un minimum de gestion d'erreurs. Ça permet également de montrer aux personnes qui seraient sur un projet de scrapping qu'on va toujours supposer qu'une requête éventuellement peut échouer. Donc, une requête à une ressource distante, il n'y a rien qui nous garantit qu'elle réussisse. Et ici, par exemple, on peut gérer les codes d'erreur HTTP lorsqu'on reçoit une réponse, et lorsqu'on ne reçoit pas de réponse, on peut imaginer qu'on a un timeout, que le site ne soit pas disponible, qu'on ne soit pas connecté au web. Il y a plusieurs situations qui peuvent conduire à ça. Ici, je vais simplement loguer l'exception, et puis ensuite, on va passer outre le else ici, puis finalement, ce qu'il va y avoir, c'est un return none. Donc, en cas d'erreur, cette fonction retourne none. Sinon, elle retourne le contenu binaire, donc response.content ici. Donc, on prend l'objet réponse reçu par request.get qui nous permet de récupérer donc, le contenu à une URL donnée et ensuite, on reçoit la réponse brute. Donc, c'est tout ce que fait cette. Donc, on récupère le contenu de notre page développé.com ici. De cette manière-là, si je vous affiche le contenu qui a été reçu, vous pouvez voir qu'il s'agit du contenu binaire, donc ce qu'on appelle une byte string en Python, qui contient le contenu HTML vraiment brut. Ici. Alors, ici, j'ai pris le choix vraiment de travailler avec du contenu brut. Bien sûr, on pourrait décoder cette information éventuellement si je connaissais l'encodage, et je le connais puisque l'encodage, il est indiqué dans mon HTML. Ici, je vois que j'ai une balise méta. Alors, ceux qui supposent que tous les sites aujourd'hui sont en UTF-8 ont partiellement raison, puisqu'on voit que le site de développé.com est encore en latin AN, donc en ISO 8859 AN. Et donc, ici, si je connais cet encodage, je peux le décoder à la main. Toutefois, je vais finalement laisser le décodage être effectué par quelqu'un qui connaît le HTML. Et quelqu'un qui connaît le HTML en termes de programmation, ça va être un parseur HTML. Et ici, on va utiliser différents parseurs HTML juste pour voir les différentes syntaxes à disposition, Beautiful Soup ou alors LXML directement. Donc, simplement, une fois qu'on a ce contenu, on va pouvoir le passer à un parseur HTML. Alors, on va appeler ça, allez, on va l'appeler, puisque Beautiful Soup a l'habitude d'appeler ça la soupe. La soupe est assez compréhensible quand on regarde finalement le contenu textuel d'une page HTML. Ce n'est pas forcément des plus clairs, et donc on va essayer d'extraire des informations utiles de tout ça. Alors, regardons tout d'abord, puisque c'est, je dirais, l'outil le plus populaire chez les débutants, c'est ce Beautiful Soup. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Alors ici, je lui passe page content et on va encore spécifier le parseur HTML qu'on veut, donc HTML parseur. Je pourrais ici préciser également LXML, effectivement, puisque j'ai LXML qui est installé ici. En plus, je vais l'utiliser dans ma démo. Donc voilà, hop. Un Beautiful Soup. Oh oui, j'ai pas exécuté les imports. Alors bien sûr que si j'importe pas, j'ai peu de chances que ça fonctionne. Et nous avons ici. Également. Si je ne sais plus écrire HTML, également, j'ai pas beaucoup d'avenir dans le web. Voilà. Donc, on a notre soupe. Maintenant, il faut pouvoir aller chercher quelque chose à l'intérieur. Et ça, c'est le sujet aujourd'hui. OK? Donc, une syntaxe que va nous proposer Beautiful Soup, c'est sa syntaxe maison. Alors, son avantage est sa simplicité. En tout cas, sa simplicité apparente pour le débutant, c'est-à-dire que ici, j'identifie que je veux des articles
des articles avec une classe. Alors ici, je vois déjà que ces articles ils ont une classe colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc. etc. Donc, ils n'ont pas vraiment une classe très utile ici. Par contre, on a une classe colonne actu et colonne à la une ici. Donc, colonne actu, c'est éventuellement ce que je veux. C'est cette colonne d'actualité ici. Une classe colonne actu et puis tous les articles qui sont sous cette classe colonne actu sont disponibles là avec en titre cliquable et on va retrouver donc ensuite du contenu ici. Voilà, donc on va essayer de récupérer tous ces contenus, déjà tous les articles qui sont uniquement dans la colonne actu. Alors, j'ai choisi cette page-là parce qu'on n'a pas que la colonne actu, on a également la colonne des publications, ici, également avec des articles. Donc, évidemment, si je fais, par exemple, j'utilise une fonction qui s'appelle find all, ici, par exemple, on va l'appeler all articles, ici, et on va récupérer tous les articles. Alors, maintenant, pour récupérer tous les articles, je peux effectivement utiliser cette syntaxe-là. Et puis, donc, ça va effectivement me récupérer tous les articles qui sont sur le site, y compris donc les articles qui sont dans la colonne actu, dans la colonne publication et éventuellement dans la colonne à la une. Ici, l'index à la une, on a 2 articles ici qui sont mis en évidence, etc. Donc, moi, je veux uniquement ce qui est situé dans Actu. Donc, je vais devoir récupérer d'abord, si je voulais faire ça, je devrais récupérer d'abord la div contenant la colonne Actu et ensuite tous les articles qui sont à l'intérieur. Alors, essayons de faire ceci avec la syntaxe de Beautiful Soup. Et donc, Beautiful Soup va me permettre, avec en find d'abord, qui dit rechercher. Alors, je vais utiliser find lorsque je recherche en éléments, puis ensuite find all quand je cherche plusieurs éléments. Alors ici, je vais rechercher en éléments à l'intérieur de la colonne, à l'intérieur de la page, c'est la div avec colonne actu, et ensuite tous les articles qui sont à l'intérieur de ça. Essayons de voir effectivement ça. Donc ici, une div avec la classe. Alors ici, la syntaxe de Beautiful Soup, comme le mot classe est un mot réservé, ici j'ai plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est d'utiliser classe avec ici avec un underscore après. Une autre possibilité, c'est d'utiliser attributes qui sera en dictionnaire, hop, dans lequel je vais pouvoir dire, OK, que je veux la classe qui est appelée colonne actu. Donc ici, hop, colonne actu. Donc j'ai personnellement pas forcément de préférence. Les deux solutions sont probablement. Alors ici, j'ai récupéré normalement le contenu de la colonne actu. Je vais juste on va juste le renommer pour l'instant colonne actu, comme ça. Colonne actu. Donc, on peut bien vérifier qu'on a, alors ici, hop, ici, notre div de la colonne actu et à l'intérieur de ça, différents articles, mais on ne va pas récupérer, on va récupérer l'ensemble, donc c'est-à-dire l'élément externe et tous les articles comme un seul élément. Donc ici, actuellement, j'ai un seul élément puisque tous ces articles sont contenus à l'intérieur de cette colonne actu. Alors maintenant, si je veux récupérer chaque article individuellement, je vais devoir donc récupérer all articles et soit chaîner ces deux, je vais devoir éventuellement chaîner une deuxième recherche. Donc après cette recherche de la colonne actu, je vais, pour rechercher tous les articles, rechercher tous les articles qui sont à l'intérieur de cette colonne actu. Alors, cette interface objet est un petit peu verbeuse. Donc, ici, elle m'oblige de chercher par un critère à la fois.
Et c'est éventuellement une chose qu'on va essayer de rendre plus expressif avec XPath ou avec les sélecteurs CSS. Alors ici, maintenant, find all, du coup, articles, donc tous les articles qui sont à l'intérieur de colonne actu. Et ici, on va récupérer, si tout se passe bien, une liste. On peut vérifier ici le type de all articles. Le type de all articles va être donc en type qui est, je dirais, propriétaire, enfin, qui fait partie de Beautiful Soup, mais qui va se comporter comme une liste. Donc, si je le transforme ici dans une liste, je vais avoir une liste d'éléments dont je vais pouvoir voir finalement le contenu. Je pourrais également parcourir pour chaque article, donc for article in all articles. Je pourrais faire en print. Alors, je vais faire en print de l'article et je vais faire en break directement juste pour qu'on voie le premier. Ici. Et donc, on a le premier article, la colonne 1, ici. Et puis ici, donc, on peut effectivement, donc, maintenant, dans cette liste, parcourir les choses les unes après les autres. Et à l'intérieur de cet article, maintenant, ou de ces articles, j'ai, par exemple, les liens. Ici, là, le lien avec la classe titre que je peux récupérer et qui contiendrait le titre cliquable. Le titre cliquable ici. Alors, si je veux maintenant all titles, par exemple, titles, OK. Donc, je dois parcourir cette liste et extraire tous les titres. Alors, en Python, on peut le faire de manière relativement verbeuse pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude éventuellement des compréhensions de liste. Donc, for article, pour chaque article dans la liste de tous les articles. Et ici, donc, on va récupérer le titre de notre article. Alors, pour récupérer le titre de notre article, on prend l'article et on fait une recherche, find. Alors, on voit qu'on va rechercher en lien qui a la classe. Alors, cette fois, je vais utiliser l'autre syntaxe. Et puis, maintenant, qui a la classe titre. Alors, pardon, égale, ici, titre. Et éventuellement, maintenant, je vais faire un append et ajouter ce titre dans la liste des titres. Donc, nous avons ceci, puis maintenant all titles en principe. Alors, on va peut-être faire for title pour en titre, titre in all titles, print. On va pas faire. Alors, j'ai des personnes qui me reprochent de faire du français, de coder en français dans mes webinaires, d'autres personnes qui me reprochent de coder en anglais dans mes webinaires. Donc, du coup, je vais faire que 50% de content aujourd'hui. Donc, title, et puis, donc là, je vois que je les ai tous. On va juste faire un break après le premier pour vérifier qu'on a bien ça. Donc, on a bien notre élément, un title, dont on pourrait récupérer que le texte. Voilà. Donc, on a récupéré les choses, notre code Python. On voit qu'il y a plein d'espaces ici avant également. Donc, on peut éliminer les espaces blancs en faisant en strip, qui va éliminer les espaces blancs avant et après. Et comme ça, on a récupéré le titre. Si on veut récupérer tous les titres de la page, on les a comme ça. Éventuellement, on peut formater ceci à l'aide d'une f-string. Voilà, comme ça. Et nous récupérons tous les titres de la page qui seraient dans la colonne actu. On voit bien que le deuxième, c'est les créateurs de Python dévoilent leur plan d'accélération. Les créateurs de Python dévoilent leur plan d'accélération pour Python, etc., etc. Donc, on a bien retrouvé nos informations. Ce qui se passe avec
avec cette bibliothèque Beautiful Soup qui est de nouveau très populaire chez les débutants, c'est qu'elle n'est pas forcément super efficace en termes d'expressivité. C'est que pour rechercher ces titres, j'ai eu besoin de plusieurs recherches, de plusieurs appels à find, donc en fait de 3 appels. D'abord en premier find pour trouver ma colonne actu, ensuite en deuxième find pour aller chercher dans chaque article le titre, et puis, ensuite pour trouver les articles, et en troisième find, une fois qu'on a chaque article, pour aller récupérer juste le titre, si c'est ça qui m'intéresse. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut rendre les choses plus expressives, en particulier. Est-ce que je ne pourrais pas récupérer les titres directement? Et pour ça, on va commencer avec une syntaxe qui peut éventuellement être utile à tous. C'est la syntaxe des sélecteurs CSS. Alors, pourquoi choisir cette syntaxe des sélecteurs CSS? Alors ici, je vais mettre une nouvelle section, les sélecteurs. Alors, de votre côté, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'endroit d'arrivée où ou une matière qu'on doit absolument couvrir durant cette heure ensemble. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, quelque chose que vous n'avez pas compris, une syntaxe un peu mystérieuse, de la poser. Pour ceux qui auraient voulu faire ça sous la forme d'une compréhension de liste, c'est parfaitement possible en une ligne. J'aurais pu le faire. Je ne voulais pas forcément perdre les débutants ici, mais je vous le laisse pour exercice. Voilà, donc les sélecteurs, les sélections en sélecteur CSS, donc les sélections avec les sélecteurs CSS. Donc, c'est une autre option que vous pouvez utiliser avec vraiment beaucoup d'outils. Les sélecteurs CSS, vous pouvez les utiliser avec Beautiful Soup depuis très récemment, en fait, jusqu'à Beautiful Soup 4.7. Le support des sélecteurs CSS était un peu bancal. Ils ont bien amélioré ce support maintenant, et donc ça va rendre la recherche un peu plus pratique à l'avenir. Mais avec LXML, alors avec LXML, ce n'est pas possible. Avec Scrappy et avec Selenium, vous pouvez également utiliser des sélecteurs CSS. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les sélecteurs CSS, alors pour certains, il faudra éventuellement attendre de faire du CSS, mais vous avez ici, sur MDN, par exemple, donc sur la documentation du Mozilla Developer Network, vous trouvez une page sur les sélecteurs CSS où on peut y trouver plein de choses intéressantes. Et en particulier, vous allez y trouver des syntaxes qui permettent de éventuellement essayer de récupérer ce qu'on a fait ici en une ligne. Alors, comment le faire? On va partir de notre soupe. Alors, la soupe, c'est ce qui était situé ici. C'est l'ensemble de notre page. Alors, de nouveau, nous pourrions l'afficher ici. Première étape, nous avons notre soupe en entier. C'est tout le contenu qui est là. Et donc, je vais effacer ça parce que voilà. Mais on va maintenant essayer de dire, OK, on va profiter du langage expressif des sélecteurs CSS pour essayer de dire, je veux récupérer les titres qui sont dans chaque article de la section actualité ou colonne actu de la page. Et on va essayer de le faire en une ligne. Alors, pour les sélecteurs CSS, alors ici, j'ai 2 méthodes pour utiliser les sélecteurs dans Beautiful Soup. Ce sera select ou select one. Alors, à l'inverse de find, où je dois faire en find all pour récupérer plusieurs éléments, et en find va récupérer un élément, select, lui, va récupérer éventuellement plusieurs éléments en renvoyant une liste, et select one va être la méthode à utiliser pour récupérer un élément. Alors, je vais utiliser ici select parce que, comme ici, j'aimerais récupérer tous les titres de ma page. Alors, select, et puis là, on va mettre nos sélecteurs. Alors, pour récupérer une div avec une classe colonne actu, en CSS, l'élément sera donné en toutes lettres, donc une div, et la classe commencera avec un point, comme ça.
point colonne actu. Voilà. Je peux éventuellement me passer de la div si je veux dire tous les éléments de la classe colonne actu. Alors, je vérifie juste que c'est bien colonne actu. Okay, donc ici, je vais ici normalement récupérer juste déjà notre div colonne actu. Je peux vérifier. Alors ceci, alors là, il me récupère ça dans une sorte de liste, dans une liste de longueur 1, parce qu'il n'y a qu'une colonne actu sur la page. Je peux également vérifier ce point, puisque c'est quelque chose qui se comporte de manière similaire à une liste. Je peux éventuellement utiliser la fonction len pour vérifier qu'il y a bien un élément récupéré. Donc, je pourrais ici, si c'était juste l'élément colonne actu, utiliser select one. OK, donc select, colonne actu. Et maintenant, l'avantage, c'est que pour aller sélectionner le titre, je ne suis pas obligé de commencer à le faire en 3 étapes, 4 étapes, etc. Je peux, dans les sélecteurs CSS, profiter de l'expressivité de ce langage et je peux aller dire, OK, dans l'élément de classe colonne actu, j'ai des articles. Alors, le signe plus grand que signifie ici que je vais chercher des articles qui sont des enfants directs de l'élément de classe colonne actu. Je pourrais ici me passer de ce signe plus grand que, cela signifierait tous les articles qui sont des descendants de colonne actu. C'est-à-dire que si j'avais des articles qui contenaient des éléments articles qui contenaient des éléments articles, ce qui ne serait pas possible, ou alors si j'avais des divs à l'intérieur de ce colonne actu et ces divs contenaient des articles, là, ils seraient trouvés, tandis que si j'utilise le symbole plus grand que, il va me trouver tous les articles qui sont à l'intérieur de colonne actu. Et à l'intérieur de ça, on va aller chercher encore l'élément qui a la classe title. Donc, classe colonne actu, à l'intérieur, je vais aller chercher un article, et à l'intérieur de cet article, alors là, je peux aussi utiliser le plus grand que, je vais aller chercher un élément qui a la classe title. On va essayer de voir ce que ça donne. Ici, normalement, alors, qu'est-ce que j'ai fait de faux pour qu'il ne le trouve pas? On va aller voir ça. Alors, nous avons la classe colonne actu. À l'intérieur de ça, les articles. Et à l'intérieur de ça, il ne s'appelle pas title, mais titre. Article, titre. Et voilà. Donc là, on voit qu'on doit avoir trouvé, donc je pourrais faire en len, juste pour voir, len, on doit avoir trouvé un certain nombre d'articles, une trentaine, alors je ne les ai pas comptés ici, mais on pourrait ici, hop, quant à faire, mettre en i ici, on va mettre for i virgule title, on va juste mettre i plus, hop, in, et utiliser la fonction enumerate, pour vérifier qu'ici, en une ligne, on récupère bien les 30 articles. Je pourrais de nouveau exécuter ici cette boucle-là, et puis on pourrait dire ici all titles from select. Et puis, je cherche donc à parcourir tout ça pour chaque titre dans all title from select et j'affiche avec le même code les 30 titres. Voilà. Et nous récupérons les mêmes 30 titres ici, avec cette fois une expression qui est une expression qui fait appel à un sélecteur CSS. Je pourrais ici dire récupérer uniquement un article donné. Donc, il y a un sélecteur, enfin ici,
un élément une syntaxe qui permet de dire, par exemple, ends of type, par exemple. Si je veux récupérer que le premier article, alors, est-ce qu'il est supporté, ça? OK, donc il n'est pas, donc ends of type n'est pas supporté ici par la fonctionnalité CSS, si on veut, de Beautiful Soup. Et donc, si je voulais récupérer que le premier article, par exemple, je devrais rechercher tous les articles, prendre par exemple le premier ou les deux premiers, puis ensuite aller rechercher le titre. Donc là, je serais obligé de découper comme je l'ai fait avec la syntaxe de Beautiful Soup, la syntaxe propriétaire de Beautiful Soup. Donc, vous pouvez également aller rechercher des éléments et profiter donc des syntaxes qui permettent d'aller rechercher des ID ou des éléments HTML qui auraient un certain attribut, par exemple, en plus. Donc ici, ce n'est pas forcément nécessaire dans notre logique, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ici, on n'a pas eu besoin de chaîner plusieurs appels à select pour aller avec les sélecteurs CSS, utiliser les sélecteurs CSS pour récupérer tout ça. Et pour ce faire, donc, vous pouvez en savoir plus sur cette syntaxe. Vous pouvez apprendre le CSS et apprendre les sélecteurs CSS directement sur MDN ou trouver un tuto qui vous permettra d'en savoir plus sur les sélecteurs CSS. Alors, c'est une méthode qui est assez agréable parce que comme la plupart d'entre vous vont faire du web dans le futur, apprendre les sélecteurs CSS vous sert à faire du CSS quand vous commencez à faire du web, mais vous sert également à faire du scrapping. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permet en plus de lignes, plus efficacement qu'avec la syntaxe Beautiful Soup, de pouvoir trouver des éléments qui impliqueraient une logique de récupération, une logique de ciblage qui est plus complexe qu'avec Beautiful Soup. Le fondement maintenant du webinaire d'aujourd'hui, ce sera la troisième étape, c'est d'utiliser une autre syntaxe qui est relativement populaire dans tout ce qui concerne le XML, et HTML n'est finalement qu'une famille un petit peu plus libre de XML, mais c'est une sorte de langage XML. Donc, dans ce contexte-là, on peut également utiliser un autre langage qui s'appelle le XPath. Donc ici, les sélections à l'aide de XPath. Alors, XPath n'est pas supporté par Beautiful Soup. Donc, tous ceux qui suivent un tuto qui utilisent Beautiful Soup comme parseur HTML ici ne pourront pas l'utiliser et on peut utiliser directement un outil qui s'appelle LXML ici. Donc, c'est un parseur XML, mais qui supporte également le HTML. Et on peut ici importer toute la partie HTML. On va même faire simplement un import LXML ici. Donc, on importe LXML. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également créer une autre soupe. Alors, je vais l'appeler aussi soupe, même vous pouvez l'appeler comme vous voulez ici. Donc, LXML.html.fromString. Et on va récupérer notre page content, le page content qu'on a obtenu en tout début de webinaire aujourd'hui, ici, quand j'ai récupéré le contenu à partir de la page python.developpé.com. Donc, dans ce cas-là, nous récupérons notre soupe. Nous avons passé donc, le contenu brut de nouveau, donc le résultat sous forme de chaîne binaire ou de byte string en Python, de manière à laisser le soin à LXML de gérer l'encodage qui est indiqué dans le HTML. Voilà. Et pour faire des recherches, on va utiliser un langage qui s'appelle le XPath. Alors, XPath, qu'est-ce que c'est? C'est un langage
qui permet d'interagir avec du XML en utilisant une logique qui serait proche de la logique de navigation dans les chemins. En effet, si j'ai une div qui serait dans une div, enfin, une div qui serait un article qui serait dans une div, le XPath, ce serait donc l'article qui est dans une div et qui est dans une div. Donc, vous utilisez pratiquement la syntaxe de navigation dans les répertoires. Hein. C'est comme si on avait donc un fichier article dans un répertoire div et qui lui-même est dans un répertoire div. Sur votre disque, particulièrement pour ceux qui utilisent Linux, vous avez donc répertoire 1. Et à l'intérieur de ça, vous avez un sous-répertoire 1 et puis un sous-répertoire. Et puis finalement, vous avez un fichier. Donc, vous avez ça. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez encore ajouter un C point là-devant. Et puis, certaines fois, on a des backslash sur Windows, ce qui nous embête en général. En général, en Python, on peut utiliser les slash malgré tout. Donc, on va utiliser cette même logique. Donc ici, si on veut récupérer donc en fichier qui est dans un sous-répertoire, qui est dans un sous-répertoire, qui est dans un répertoire, on peut écrire tout ce chemin. Mais on va l'écrire, bien sûr, sous une forme de chemin. Alors, on va regarder ici, nous, ce qu'on veut, c'est, on a une div et des articles à l'intérieur. Donc, j'ai une div avec des articles à l'intérieur. Le problème, c'est que cette div, elle n'est pas directement, cette div-là, cette div colonne actu, elle n'est pas directement au tout début du fichier HTML. Elle est à l'intérieur de ce fichier HTML et je vais devoir dire en XPath, OK, je veux d'abord rechercher ces articles et div avec une div à l'intérieur. Donc, si je ne commence pas à la racine, mais que je fais une recherche dans tout le document pour trouver des articles qui sont à l'intérieur d'une div, je peux utiliser ici le double slash. Double slash veut dire rechercher dans le document un article qui serait à l'intérieur d'une div. Et tous les articles qui seraient directement à l'intérieur d'une div seraient retrouvés ici. Quand on a donc en slash, c'est qu'on a en enfant direct. Donc ici, par exemple, je pourrais trouver tous les articles qui sont en enfant direct d'une div. Tandis que si je mets un double slash ici, tous les articles qui sont en descendant d'une div, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfant direct, éventuellement qu'on a d'autres éléments HTML dans lesquels sont imbriqués l'article. Voilà, donc ici, je vais rechercher une div et des articles. Alors maintenant, je dois maintenant pouvoir préciser encore que notre div aura la classe colonne actu et puis qu'à l'intérieur de article, je veux récupérer également des éléments dont on a une classe titre. Alors ici, on peut continuer comme ça et pour donner une condition sur la div, je vais mettre cette condition entre crochets. Donc ici, div crochet, c'est une div pour laquelle on donne une condition. Et par exemple, cette condition, c'est d'avoir une classe qui s'appelle colonne actu. Alors, allons-y, colonne actu. Alors, pour dire classe, donc ici, la classe est un attribut. Et pour spécifier un attribut ici, on va utiliser le symbole @ le même symbole @ ou l'arrobase, si vous voulez, que vous avez dans les emails. @class signifie en XPath, signifie la classe. Donc, on cherche la div qui a une classe qui est égale à colonne actu. Colonne actu. Voilà, donc on va avoir tous les articles qui sont directement enfants d'une div avec la classe colonne actu. Tous les articles, voilà, tous les articles ici qui sont directement
sous la classe colonne actu. Maintenant, à l'intérieur de cet article, moi, je veux la classe titre ici, enfin l'élément qui a une classe titre. Donc ici, encore, je veux le A. Je peux préciser une étoile. Si ce n'est pas important de savoir que c'est en lien, par exemple, je peux préciser une étoile pour dire n'importe quel élément. Donc, je pourrais dire n'importe quel élément qui contient une classe, classe, ici, qui serait égale à titre, comme celle-là, comme ici. Ou alors, je peux spécifier qu'il s'agit d'un élément A qui contient une classe titre, par exemple. Donc, allons-y comme ça. Donc, tous les articles et à l'intérieur des articles, les A. Et je crois qu'on est bon ici. Regardons ça. Alors maintenant, dans notre soupe, point. Alors, c'est une fonction qui s'appelle xpass. Je mets ça sous la forme d'une chaîne de caractères. Et donc là, éventuellement, puisque j'ai des doubles, on va mettre ça directement avec des apostrophes, comme ça, mes guillemets doubles à l'intérieur de la chaîne xpass. Je n'ai pas besoin de les réécrire. Et on va tester. Et on voit qu'il y a des éléments ici. Maintenant, si je veux récupérer le texte qui est à l'intérieur de ce titre, je peux ici écrire encore texte et récupérer le texte qui est à l'intérieur. Et j'obtiens donc une liste de tous les titres. On voit qu'ici, ces titres, ils ont encore en passage à la ligne une tabulation. Donc, je peux encore faire un peu de ménage ici. Un peu de ménage. Alors, je peux donc ici, all titles from XPath. Alors, voilà. Et puis, on peut bien sûr for title in tout ça. OK. Puisque je veux récupérer la position, j'y vais à coup d'énumérate. Et je fais un print ici avec une f-string de notre position qui commence à 0, donc point, et puis notre titre ici, title. OK. Et puisque je vois qu'il y a beaucoup d'espace vide, chose que je pourrais faire ici, je vais directement faire ça avec une compréhension de liste ici. Donc, title for title in tous les titres qui sont extraits. Et puis, je vais simplement dire de faire un strip, pour éliminer tous les espaces blancs. Puis, on retrouve plus ou moins l'équivalent de ce que nous avions avant. Nous avons juste des éléments vides. Je vais juste voir pourquoi nous avons ces éléments vides. Hop. Alors, tac, chaîne vide, etc. Alors, pour l'instant, on va pouvoir if title. Voilà, pardon. Il y a des chaînes vides qui sont récupérées. Je vais juste voir si je peux l'éviter avec un string. Ici. Donc, nous avons essentiellement deux méthodes qui permettent ça, mais non. Donc, il nous balance encore, il découpe ça sous la forme de
du titre avec une chaîne vide. Il faudra que je regarde de mon côté pourquoi. Dans ce contexte-là, vous voyez donc qu'on a une chaîne ou en langage qui vous semble peut-être un peu plus complexe que la syntaxe des sélecteurs CSS est probablement plus complexe que la syntaxe par défaut du Beautiful Soup, mais avec une expressivité accrue. Par exemple, la possibilité d'aller récupérer que le premier, par exemple, directement ou uniquement le premier article, par exemple, où je pourrais émettre des conditions qui permettent d'aller sélectionner qu'un certain nombre d'articles, ou alors les articles 10 à 20, ou que les articles pairs, etc. Chose que je peux faire en CSS, avec Scrappy ou avec Selenium, qui possèdent des systèmes de sélecteurs CSS qui sont aussi puissants que le vrai CSS. Ici, malgré tout, sur Beautiful Soup, vous avez un support des sélecteurs CSS qui est légèrement réduit. Donc, il y a certaines choses que vous n'arriverez pas nécessairement à faire avec du CSS, mais que vous pourrez faire avec du XPath. Donc là, il nous reste 10 minutes. Donc le XPath, vous trouvez énormément de tutos. Donc ici, si on va tutoriel, ça va de W3 School à tutoriel et à MDN et autres. Donc vous avez énormément d'endroits où vous pouvez apprendre la syntaxe de base. Je vais simplement prendre ici le tuto de W3 School et de regarder justement cette syntaxe XML. Et là, vous avez un résumé de cette syntaxe, notamment la syntaxe qui nous dit que ici, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller récupérer des éléments, ce qu'ils appellent des nœuds, quelque part dans le document. Vous avez également le add qui permet de sélectionner les attributs de choses que nous avons utilisées ici. Donc, il dit aller rechercher dans l'ensemble du document une div avec une div qui a l'attribut classe, donc le at class. Donc, on retrouve ce at ici. On va retrouver également cette syntaxe qui permet d'aller mettre des conditions. Alors, des conditions, je veux le premier book dans le bookstore, le dernier book dans le bookstore, où je peux également avoir une position. C'est par exemple, les 3 premiers articles. Les 3 premiers articles à l'intérieur. Donc ici, par exemple, position plus petit que 10, par exemple. Et j'obtiens les 10 premiers articles. Alors, une nouvelle fois, if title.strip. J'élimine les éventuels éléments vides qui seraient dans la liste et j'obtiens les 10 premiers articles directement depuis ma syntaxe de récupération. Donc ici, des conditions, par exemple, tous les titres qui contiennent un attribut lang, tous les titres qui sont avec l'attribut lang en anglais, par exemple, etc., etc. Donc, vous voyez que cette syntaxe se résume sur une page. Après, il faut pratiquer, mais que vous avez ici quelque chose qui est bien plus expressif. Expressif, ça veut dire que je peux en dire beaucoup avec peu de mots. OK ? Quelque part. Donc, on voit qu'en une ligne, je peux récupérer les 10 premiers articles qui sont dans la colonne actu de la page développé.com sans pour autant devoir faire plusieurs appels à l'API offerte par la bibliothèque. Et pour ça, j'ai utilisé LXML directement sans passer par Beautiful Soup. Beautiful Soup possède, elle, sa propre syntaxe qu'on a vue en premier, qui est plus simple pour les débutants, mais plus verbeuse. Donc, si vous voulez aller faire des récupérations complexes, vous allez avoir besoin de passer par de nombreuses étapes. Et les sélecteurs CSS, vous pouvez les utiliser, mais
des éléments avancés, comme par exemple nSoftType, qui permet des fois, justement, par exemple, d'aller récupérer les 10 premiers articles, ou le premier article, ou le dernier, etc. Donc, n'est pas supporté encore par Beautiful Soup. Malgré tout, Beautiful Soup a fait de nombreux progrès avec les sélecteurs CSS depuis ces dernières années. Le plus sûr et la syntaxe la plus expressive, ce serait effectivement pour vous d'utiliser directement LXML. LXML s'installe aujourd'hui relativement facilement avec un pip install LXML sous la forme de will, donc il n'y a plus besoin de le compiler comme à une certaine époque. Non seulement c'est un parseur HTML qui est très efficace en termes de performance, mais également la syntaxe offerte par le XPath permet de récupérer tout ce qu'on veut de la syntaxe simple à l'expression la plus complexe, mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir vraiment cibler absolument n'importe quel élément au sein de ma page. Pratiquement, je dirais que les sélecteurs CSS et XPath sont pour moi complètement équivalents si on offre un support complet des sélecteurs CSS, ce qui est par exemple le cas de Selenium. Si j'utilise Selenium avec Google Chrome ou avec Firefox, par exemple, je vais avoir un support complet du CSS. Le désavantage de Selenium, c'est qu'il est affreusement lent, bien sûr, parce qu'il utilise un vrai navigateur web et que si vous faut démarrer pour scraper, démarrer votre navigateur web et faire tout le travail que fait un navigateur web, c'est plus de travail que ces bibliothèques qui en font beaucoup moins. Donc, il sera plus avantageux pour vous de passer par LXML ou par Scrappy lorsque vous avez des données qui ne contiennent pas de JavaScript. Et puis, Selenium sera vraiment utilisable lorsque vous avez du JavaScript à interpréter. Voilà, vous savez un peu tout sur les différentes options qui vous sont offertes. J'espère que ce webinaire d'une heure, ce premier webinaire d'une heure vous aura été utile. L'enregistrement sera disponible tout bientôt et directement à l'adresse que vous avez utilisée pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à consulter de temps à autre cette adresse, ou ne serait-ce que demain, pour nous rejoindre pour le deuxième webinaire, et ainsi que tous les jours de semaine du mois de juin, où nous aurons un webinaire comme ça d'une heure sur un sujet. Ces sujets ne vont pas aller dans une suite logique, balayeront très large. C'est aussi une occasion pour vous de connaître différents éléments de Python, des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé, des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore travaillé. Et puis, n'hésitez pas maintenant à poser des questions si vous en avez. Allô, vous Oui, m'entendez? oui, parfait. Salut Thierry, salut tout le monde. Salut. D'abord, merci pour ce tuto. Ma question est, j'ai vu que dans ce tuto, vous avez choisi d'utiliser que des fonctions. Est-ce qu'on peut utiliser des classes? Et quels sont les éléments qui nous font basculer vers un choix plutôt qu'un autre? Merci. Alors, bien sûr que tout ce qu'on fait en Python, finalement, toute expression qu'on peut écrire en Python, on peut soit l'écrire à la main. Alors, déjà, on voit que si je dois faire plusieurs de ces récupérations, la syntaxe est malgré tout barbare. Et que si je peux mettre autour de ça une interface de fonction, c'est tout bénéfice, comme j'ai pu le faire autour de la récupération, qui me permet de faire une gestion d'erreurs et puis finalement ensuite récupérer ça, puis le réutiliser ad aeternum tant que j'ai des pages à récupérer. Mais bien sûr, j'aurais pu utiliser une logique plus objet. En général, ici, il n'a pas directement l'intérêt dans un petit tuto comme ça, mais si j'utilise des classes, ce sera vraiment dans l'optique d'ajouter une logique objet là derrière. Par exemple, si du coup je vois la problématique du scrapping un peu plus dans un côté orienté objet, je pourrais dire que probablement je vais modéliser la page web qui m'intéresse, donc python.developper.com comme une classe, comme un objet que je pourrais instancier à part. Et puis, je pourrais éventuellement avoir des méthodes qui me disent où je peux récupérer
tous les articles d'actualité, par exemple. Et puis une autre méthode qui me permettrait de récupérer tous les articles de publication, éventuellement sur plusieurs pages. Et on pourrait dire que probablement, si j'ai une méthode, par exemple, get news ou get Python news, ou on va dire get news sur cette page-là, on pourrait imaginer que ce soit une méthode qui me renvoie une liste d'instances d'une classe qu'on pourrait appeler article, par exemple. Cet article posséderait un titre et du contenu, et je pourrais ensuite aller lire éventuellement cet article et ce contenu via mon interface objet. Donc, bien sûr, je pourrais modéliser cette situation avec des objets. Je vais leur proposer, pour ceux d'entre vous qui sont étudiants sur le parcours développeur d'applications Python d'Open Classrooms, j'ai proposé de discuter une fois de l'implémentation objet du projet 2, de faire une sorte de travail de groupe pour discuter de cette question-là. Donc, ceux qui sont motivés, j'ai proposé ça la semaine dernière dans le channel du projet 4. Donc, pour ceux qui apprennent la programmation orientée objet, c'est quelque chose qui est ouvert. Mais ici, le fait que j'ai utilisé parfois une fonction, en fait, effectivement, en choix de simplicité ici, mais vous avez parfaitement la possibilité de modéliser ça à l'aide de classes. Mais ne voyez pas les classes, du coup, comme des conteneurs où vous pouvez aller grouper des fonctions. Une classe, ce n'est pas juste un groupe de fonctions que je mets ensemble dans une classe. C'est j'essaye de voir le problème à partir d'objets. Et donc, du coup, dès le départ, je vais envisager le problème probablement sous un angle différent, même si au final, à l'intérieur des différentes méthodes que vont contenir ces classes, vous pourrez donc télécharger des données avec request, puis aller chercher des informations à l'intérieur de ces données, soit avec Beautiful Soup et ses méthodes find ou select, ou avec LXML avec sa méthode XPath. Donc, toutes ces options sont ouvertes également dans une approche orientée objet. Je me réjouis de discuter dans tel design orienté objet avec certains d'entre vous prochainement, mais donc c'est tout à fait possible, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, alors pour ceux qui ont pris une pause avec moi, je vous remercie d'avoir pris la pause de midi et consacré une pause de midi à Python. Je sais que ceux qui ont un travail prenant, ce n'est pas forcément évident de se libérer à la mi-journée. Donc, merci pour ça. Et puis, rendez-vous pour ceux qui veulent discuter de Cookie Cutter et de la génération d'un squelette de projet personnalisé demain à midi à la même adresse. Et sinon, belle semaine à vous. Et puis, profitez bien soit du soleil pour ceux qui peuvent sortir, soit du temps qu'il leur est donné cet après-midi pour travailler et progresser dans leur parcours et leur apprentissage de Python. À tout bientôt. Allez, ciao.